Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de la ville et de la campagne pour savoir comment on en est arrivé là où on en est. Tout ce que je te dis vient de ce livre. Presque tout ce que je te dis vient de ce livre. Ville affamée de Caroline Steele, dont le premier chapitre en fait est, si tu veux, un historique de la relation entre les villes et la campagne. Voilà. Commençons sans plus tarder. Tout commence bien sûr avec les chasseurs-cueilleurs. On est il y a 12 000 ans. Des tribus se baladent comme ça à travers le monde. C'est la fin d'une ère glaciaire et certaines parties du monde se retrouvent dans des conditions extrêmement favorables au niveau de la fertilité, notamment ce qu'on appelle le croissant fertile en Mésopotamie. Apparemment, ce serait à cet endroit que seraient apparues les premières villes et la première agriculture. Je dirais même dans l'autre sens. Serait apparue la première agriculture et les premières villes. À cette époque, donc on était des cueilleurs, c'est-à-dire que on ne planifiait pas d'une année sur l'autre la production de nourriture. Il s'avère que en Mésopotamie, comme c'était très fertile, il y avait d'immenses champs de graminées, tu vois, de l'herbe quoi. Et parmi les graminées, il y avait aussi du blé. En tout cas, l'ancêtre du blé, parce que à mon avis, il y a très longtemps, ça ne devait pas être le blé qu'on a actuellement, ça devait être, tu sais, ce qui pousse au bord des routes et qui fait des épis aussi. Donc il y avait ces champs immenses de blé, voilà, qui demandaient qu'à être récoltés. Mais si tu veux, le blé a une spécificité, c'est qu'il est assez... il faut le récolter pile au bon moment. C'est-à-dire que donc il passe la fin de l'hiver, le début du printemps, le printemps, etc. Il monte, et puis à peu près en juin, juillet, si je me souviens bien de ce que j'ai vu dans la campagne, et ben il commence à faire des épis. Et ces épis vont sécher quand ils seront mûrs. Et là, il y a quelques jours, vraiment quelques jours, pour les récolter avant que les épis s'ouvrent et que les grains tombent par terre. Donc, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il y a 10-12 000 ans, avant Jésus-Christ, se sont rendus compte, il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, se sont rendus compte que ces grains, voilà, le grain de blé était comestible, enfin le grain de blé et d'autres céréales étaient comestibles. Donc, ils sont aussi remarqués que ça se récoltait que à un moment donné. Donc, dans leur migration, dans leur tour de chasseurs-cueilleurs, ils ont fini par intégrer l'idée qu'à telle période de l'année, eh bien, il allait falloir se poser à un endroit pour récolter les champs, faucher le blé, faucher les champs, pour avoir les grains de blé. Voilà. Donc, ils installent temporairement, très temporairement, puisque c'est vraiment une petite période, ils commencent par installer des petits campements à côté des champs pour être là quand c'est le moment de récolter. Donc ils commencent à transformer le truc, ils mangent des pains un peu indigestes, ça apparemment ça leur niquait les dents, enfin tu vois, c'était pas top, mais tu sais, à cette époque, avoir de la nourriture planifiée, ça devait être vraiment un truc incroyable. Donc ça s'est développé, petit à petit ils ont installé des villes, alors je dis petit à petit parce que ça prend des milliers d'années. Hein. La première ville, Jéricho, je crois, date d'il y a 8000 ans avant Jésus-Christ. Mais moi, celle qui m'intéresse, celle dont j'ai envie de te parler, c'est Uruk, en moins 3500 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment que se forment réellement les premières villes, les cités-États. C'est-à-dire que on a remarqué, à force d'installer des campements, des villes à côté des champs, que finalement on pouvait même ressommer, on pouvait commencer à entretenir la chose. Donc c'est à Uruk et aux prédécesseurs, donc peut-être Jéricho, il n'y a pas le détail là-dedans, où on commence à non seulement cultiver des céréales, mais aussi à cultiver des dattiers, des machins, des trucs, des légumes, etc. Donc c'est, tu vois, le rapport création de l'agriculture, invention de l'agriculture et invention des villes est vraiment intimement lié. Donc,
à cette période, on fait émerger donc des cités-États qui sont déjà à l'époque gouvernées par une élite terrienne qui possède les autres champs, qui possède tous les champs autour dans lesquels le reste de la population va travailler et va entretenir. On met en place des systèmes d'irrigation, on met en place des systèmes de calendrier, etc. pour gérer au mieux l'agriculture. Ce qui fait que, eh bien, comme on a une source d'alimentation régulière, qu'on peut développer potentiellement à l'infini, enfin à l'infini, tant qu'il y a de la terre, eh bien on peut le développer, eh bien les villes vont croître, vont se développer, leur influence également, et on va arriver un peu à l'époque romaine, à l'époque grecque même, en amont, où on a toujours ce système de cité-état avec d'immenses champs, ce qu'on appelle un hinterland, c'est la zone de campagne associée à une ville, qui est du coup toujours plus ou moins possédée par une élite, notamment à Rome. En Grèce c'était un peu différent puisque les paysans avaient le droit de vote, ils venaient en ville pour discuter politique. C'était possible en fait à cette époque parce que les cités-États étaient, si tu veux, considérées comme l'entité atomique la plus grosse possible. C'est-à-dire que on n'imaginait pas à l'époque grecque, qu'on puisse avoir un système politique qui dépassait le cadre d'une ville et de la zone qui l'entourait. Ce qui a changé à Rome, puisque là on a effectivement de nouveau une élite terrienne qui va s'approprier un peu toute la zone, même si ça va se découper en plus petites propriétés. Donc on a j'ai envie de dire presque l'invention de la propriété en même temps qu'on a l'invention de l'agriculture, puisque, comme le dit Rousseau, à partir du moment où tu prends soin de la terre, à partir du moment où tu investis des années d'efforts, eh ben, tu as envie de récolter les fruits de ton travail. Donc, à Rome, plus particulièrement, on a ce système, non plus de paysans, d'autres artisans, etc., qui viennent en ville discuter, voilà. On a un système de villas, donc presque des bourgeois, déjà des bourgeois à l'époque, qui possédaient tout autour de Rome des maisons avec des cultures autour, dans lesquelles ils faisaient travailler des ouvriers, des gens un peu plus pauvres qu'eux, et aussi des esclaves. Ce qui était déjà présent, je suppose, précédemment, bien sûr. De toute façon, dès qu'il y a des guerres, dès qu'il y a des gens qui veulent profiter d'autrui, il y a des esclaves, voilà, bon, peu importe. Donc, à Rome, on a un système de villas, c'est-à-dire que la ville s'étend. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, je vais citer un petit passage qui m'a assez intéressé. Une citation d'un Romain qui disait « À la vue de ces faubourgs, donc autour de Rome, à l'époque d'Auguste, à la vue de ces faubourgs, quiconque tenterait d'estimer la taille de Rome serait bien en peine, ne disposant d'aucun indice pour déterminer où cesse la campagne et où commence la ville. Elles sont si intimement liées que la cité semble s'étendre à l'infini. » À cette époque, il y a toujours donc un contact important entre les villes et les campagnes. On n'est pas déconnecté. Il y a même pas forcément de différence entre l'endroit où on cultive l'alimentation, la nourriture et les produits dérivés de la terre, et le cœur de la ville où finalement se concentre le pouvoir. Et les activités d'artisanat, de transformation, ce qu'il y a au milieu d'une ville, quoi. Mais il faut savoir qu'à cette époque, à l'époque romaine, ce n'est pas le seul type pas d'agriculture, mais de production de nourriture qui existe. La Méditerranée est une région plutôt sèche dans laquelle il faut labourer la terre pour enfouir les graines, pour qu'elles puissent pousser, pour qu'elles aient une réserve d'eau, etc. Mais ce n'est pas le cas au nord. Ce n'est pas le cas, en fait, dans la région, on va comparer Rome et la Germanie, qui est donc juste au nord. Là, il y a d'immenses forêts. Il y a d'immenses forêts qui couvrent tout le territoire. Du coup, les gens, en fait, les Germains, les peuples qui habitaient dans ces forêts, ne ressentaient pas le besoin, n'avaient pas le besoin ni de labourer, ni de construire des villes pour concentrer les efforts. En fait, si tu veux, ils s'installaient dans des forêts, ils mettaient leur maison avec leur famille ou leur petite tribu, etc. Et puis, simplement, ils élevaient des animaux dans ces forêts, et puis ils récoltaient les fruits des arbres et les fruits, tout ce que tu peux trouver dans une forêt. Voilà. Mais ils basaient pas leur alimentation principalement sur les céréales, puisqu'ils n'en produisaient quasiment pas, je suppose. Ils se basaient uniquement sur, enfin pas uniquement, mais principalement sur l'élevage d'animaux. Voilà. Donc déjà deux types de production alimentaire. Rome, avec son expansion croissante, va
augmenter. Quand je dis Rome, là c'est la ville. Hein. Rome, comme l'Empire romain augmente, Rome elle-même devient une immense métropole qui grandit, grandit, grandit et devient en fait dégénère puisque si tu veux entre la zone urbanisée où ne pousse rien se développe et la logistique devient tellement complexe que il y a un moment où on voit que ce système a des limites. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Rome s'effondre? Sans doute pas la seule, mais Rome s'effondre, et dans les 1000 ans qui suivent, eh bien, c'est le système plutôt germanique qui va prendre le dessus. Il y aura toujours sur la Méditerranée de la production de céréales, mais on est plutôt dans l'idée où il y a il y a des forêts, et puis on va se concentrer, enfin, il y a plus de concentration sur des grandes villes, avec plein de champs autour. On entre, en fait, si tu veux, dans le système féodal du Moyen-Âge, où il y a des petits villages, avec leurs champs autour, et puis il y a ça qui se développe, pas à l'infini, mais ponctuellement. Il y a plus ces immenses villes. Les seuls grands trucs que tu trouves, c'est les monastères, en fait. Il y a des grands monastères qui peuvent rassembler jusqu'à 10 000, 20 000, enfin des trucs hallucinants de personnes, où là, on continue quand même à cultiver. Mais ces monastères, en fait, se trouvent dans la forêt, un peu comme le système des Germains, donc qui a pris un peu d'ampleur, puisque là, on parle de dizaines de milliers de personnes. Bon, pour les plus grands, après, je pense que c'était plus des milliers, voire des centaines de personnes. Mais voilà, on n'est plus sur une grande ville avec toute sa région cultivée autour. Ça dure 1000 ans, etc. En gros, ça va durer jusqu'à l'époque pré-industrielle où on recommence à faire des espèces d'empires centralisés autour des villes, notamment, donc là on part de Rome, on part de la Germanie, on va s'intéresser maintenant à l'Angleterre qui est dans les années, à partir des années 1400, un peu les précurseurs au niveau agriculture. C'est-à-dire que déjà ils ont l'idée de mélanger le labour, enfin les céréales avec des radis et des trucs fourragers du style le trèfle pour améliorer la terre et l'élevage, donc on a une agriculture de plus en plus poussée, mais là aux mains, non plus simplement des riches de l'élite de la ville, mais de l'élite même de grands pays, de grands empires. Cette élite n'habite plus à la campagne du tout. Hein. Cette élite habite au cœur des villes et délègue la gestion de la campagne à ce système féodal, toujours, avec des villages dans lesquels on peut trouver une gouvernance localisée avec des maires ou d'autres choses, mais c'est quand même l'élite terrienne qui va toujours drainer, hein, comme à l'époque du Moyen-Âge, qui va drainer la production et qui va la redistribuer. Donc si tu veux, quand t'es un serf, quand t'es un paysan, sous les ordres de ton seigneur, bah je peux te dire que t'as pas une vie très facile, t'as pas une vie très sympa, voilà. Donc, on commence à ce moment-là, tu vois, il n'y a plus le système de villa, il n'y a plus de proximité avec les campagnes. On délègue tout loin de la ville, et ce qui fait que l'aristocratie qui commence à se développer n'a plus du tout de contact avec ni la nature, ni la campagne. Dans les années 1500, on commence à utiliser du charbon. On commence... Alors, j'ai un doute là, j'ai marqué 1500 parce que c'est ce qu'il devait y avoir marqué dans le livre. Du coup, je vais lui faire confiance, mais ça me semble un peu tôt, 1500 pour du charbon, mais peu importe. À partir du moment où commence à y avoir du charbon en ville, alors on parle pas de chemin de fer encore, ça arrive, t'inquiète, mais du coup, je pense que c'est plus pour l'artisanat, même simplement pour chauffer. Les villes sont un peu plus polluées, ce qui fait qu'il y a un retour à la campagne. Donc 1400, on voit en Angleterre une concentration de l'aristocratie en ville, et puis à partir de là, à partir de 1500, au contraire, on va se dire, ah mais on commence à fantasmer sur le retour à la campagne. Bon, ce qui va pas se développer réellement, mais il y a quand même un attrait, on se réintéresse un petit peu à la campagne. Chose qui va en fait, si tu veux, à nouveau disparaître au moment du chemin de fer. Mais c'est pas tout à fait le sujet. Je vais juste te faire des petites anecdotes sur l'évolution de l'agriculture dans cette période. La campagne devient de plus en plus artificielle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un village avec des champs
partagés tout autour. Là, on remet vraiment des champs découpés en carrés, etc. On fait les patchwork que tu as aujourd'hui, ça date de cette époque. Ça date de cette époque parce qu'avant, on mutualisait l'effort, tout le monde travaillait dans les champs, tout le monde mangeait. Là, comme c'est géré par des propriétaires, il faut savoir qui produit quoi, justement parce qu'on investit beaucoup d'efforts et qu'on veut avoir les fruits de son travail. Et quand t'es un rentier, etc., bah, tu veux toucher un peu le fruit du travail de tes larbins, voilà, je sais pas comment dire, il y a des esclaves, il y a des ouvriers, etc., mais bon, ils sont quand même pas propriétaires de la terre, ils sont même pas propriétaires de la production, voilà. Ça, c'est l'époque. On va quitter un petit peu l'Angleterre, parce que ça c'est un peu commun, hein, le système féodal dans toute l'Europe, même jusqu'à la Russie, etc. Où là, je peux te dire qu'il y avait des conditions assez complexes, hein, puisque si j'en crois ce livre, on pouvait marquer les serfs, les paysans au fer, on pouvait les vendre, on pouvait même faire des trucs affreux aux enfants qui refusaient le lien féodal, c'est-à-dire l'obéissance au seigneur. Peu importe, là on va passer de l'Angleterre, où ils ont déjà ces idées de mélanger les cultures. Aux Pays-Bas, maintenant, ils ont cette idée de créer des digues pour reprendre de la terre sur la mer. Ils vont cultiver ça, et puis surtout, à cette époque, ils vont vraiment, toujours dans cette démarche d'artificialisation, ils vont créer d'immenses canaux qui vont relier en fait les campagnes et les villes qui sont de plus en plus éloignées. Parce que c'est ça la dynamique qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui, c'est que de plus en plus, à partir de la fin du Moyen-Âge, on a les villes et les campagnes sont très loin, sont très très loin, elles dialoguent quasiment plus. Alors aux Pays-Bas, il y a quand même ce dialogue où tous les déchets organiques de la ville, fumier, cendres, etc., sont acheminés le long des canaux jusqu'aux campagnes, et les campagnes, du coup, font acheminer la nourriture jusqu'à la ville. Donc, il n'y a plus d'autres mélanges que cet échange simplement logistique. Il n'y a plus de... les paysans et les citadins ne se connaissent plus, quoi. Voilà, il y a une vraie différence qui se crée. Il y a une rupture entre campagne et ville. D'ailleurs, voilà, du coup, c'est à cette époque que on peut vraiment... séparer les deux. Voilà. Je cite une partie du livre, hein, je t'ai parlé de Rousseau, donc comme Jean-Jacques Rousseau l'observera plus tard, quand l'homme investit beaucoup d'efforts dans une terre, il a tendance à vouloir la posséder. Le paysage féodal traditionnel, de vastes champs ouverts regroupés autour d'un village, cède la place à des milliers d'hectares de champs rectangulaires privés et séparés par des haies. Voilà, donc là on est passé sur un système de propriété qui est éloigné de la ville, vraiment éloigné de la ville. Toujours une autre, là c'est plus vraiment anecdotique, la France qui jusque-là était toujours dans son système féodal avec son agriculture un petit peu à la ramasse, va espionner ses voisins, notamment l'Angleterre. Elle fait de l'espionnage agricole, elle va voler des moutons, elle va voler des navets, et elle va, en fait, si tu veux, prendre le système anglais et le développer en France, voilà. On passe tout de suite au XVIIIe siècle, où, même un petit peu avant, où on commence à voir les machines à vapeur. La machine à vapeur et donc le chemin de fer. Voilà. Le chemin de fer et même la sidérurgie. En Angleterre, au XVIIIe siècle, la moitié de la production de fer fut consacrée aux charrues et au fer des chevaux. On investit massivement dans l'agriculture pour nourrir ces villes qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus étendues, qui vont grignoter sur l'espace fertile qui était autrefois autour des villes, et ben ça va être grignoté, ce qui fait que tu vas avoir d'immenses régions urbaines et du coup des campagnes qui vont devoir être de plus en plus grandes, de plus en plus longues, ce qui est facilité du coup par l'arrivée du chemin de fer qui va permettre en fait de faire des échanges de plus en plus lointains entre la production de nourriture et la consommation de nourriture en ville. Voilà. Passons maintenant aux États-Unis. On est dans les années 1870, 1800, où aux États-Unis, si tu veux, il y a d'immenses plaines. En fait, autant sur les îles, l'île britannique, autant aux Pays-Bas où on est obligé de rogner de manger et de grignoter un petit peu la terre. Même en France, on est limité parce qu'on est entouré de mer, entouré d'autres pays. Aux États-Unis, on se trouve dans un territoire qui n'est pas possédé. Les Indiens ne se considèrent pas comme propriétaires de la terre, ils l'entretiennent de manière presque invisible, ce qui fait que les colons arrivant se disent « Waouh, il y a d'immenses zones d'agriculture », donc ils commencent à industrialiser toute cette production notamment de céréales, ce qui fait que grâce à l'emploi de chemin de fer, ils vont déjà pouvoir créer des villes
si tu veux, à l'autre bout de... Enfin, il y a deux côtes, ils vont rejoindre les deux côtes, et au milieu des deux côtes, il y a cette zone très fertile. Donc en fait, les villes, si tu veux, peuvent être à des milliers de kilomètres de leur production de nourriture, il n'y a aucun souci. Et ça va être encore amplifié, puisque comme les États-Unis se rendent compte que ça marche bien, que leur système de logistique fonctionne bien, qu'ils arrivent à produire énormément de céréales, et ben ils commencent à alimenter même le vieux continent. C'est-à-dire que les céréales vont transiter à travers l'Atlantique, et petit à petit, la production agricole de l'Europe va être remplacée par la production américaine. Dans certains pays, notamment en Angleterre, où on se rend compte, ok, c'est moins cher, on va acheter les trucs des États-Unis, et tant pis pour nos paysans locaux. A contrario, en Allemagne, on va taxer à mort les importations pour conserver cette agriculture. Tu te doutes bien, j'ai pas besoin de te dire ce qui va se passer, que la politique allemande, même si elle rapporte moins de thunes, est plus résiliente dans le temps. Et justement, c'est quelque chose qui va, si tu veux, qui va arriver avec les guerres mondiales. Là, il y a beaucoup de morts, notamment dans les rangs des jeunes hommes qui étaient au champ, ce qui fait que il y a plus du tout de main-d'œuvre, on peut plus produire de nourriture, donc vraiment on va déléguer la production à l'importation. Enfin, la nourriture, on va 100% l'importer. Et puis, du coup, comme je te dis, à la guerre, il y a les blocus qui se forment, notamment Seconde Guerre mondiale, et là, comment ça se fait, on peut plus importer? Et alors là, il y a des grands problèmes, on se rend compte, peut-être fallait pas sacrifier notre agriculture, mais c'est trop tard. Bon, peu importe, il y a des famines, mais comme je te l'ai dit, il y a des gens qui sont morts, donc finalement, ça compense. Voilà, donc déjà on avait une séparation entre ville et campagne, maintenant on a une séparation même entre les territoires ruraux, puisqu'on produit aux États-Unis ce qu'on mange en Europe. Je généralise, puisqu'il y a quand même de la production agricole en Europe. Mais c'est pour dire à quel point on commence déjà à marcher sur la tête, voilà. En 1836, je reviens un petit peu dans le temps, il y a un mec, un Allemand, ou un mec qui s'appelle von quelque chose, peut-être plutôt un Hollandais, qui découvre les nutriments qu'il faut pour faire pousser la nourriture. Il commence à créer des engrais minéraux pour développer la croissance de l'agriculture, enfin de la production de nourriture. Il se rend compte quelques années plus tard que c'est pas viable. Toujours ça, c'est une petite anecdote pour dire que on n'a pas appris de cette époque, hein. Ça date d'il y a 150 ans, et on est toujours à utiliser des produits minéraux, même chimiques, dérivés du pétrole. Or, là je te cite, 1836, grâce aux engrais chimiques, les agriculteurs virent leur rendement augmenter régulièrement. Cependant, au bout de quelques années, les rendements retombèrent et les paysans se virent obligés d'employer des cocktails de plus en plus puissants, ne serait-ce que pour maintenir leur récolte. Il apparut que les engrais artificiels ne remplaçaient pas l'équilibre naturel des sols qu'apportait la polyculture. Utilisés sur de longues périodes, ils affectaient au contraire sa fertilité. Ceci étant dit, on repasse, si tu veux, à notre époque moderne, où, d'une part, en continuant à utiliser des engrais chimiques, on continue à appauvrir les sols. Alors, tu pourrais dire, ouais, mais c'est bizarre, et ça continue à produire des trucs. Ah ouais, mais justement, on met de plus en plus si tu veux, on tabasse de plus en plus, maintenant on crée même des OGM pour compenser cette baisse de fertilité, pour compenser cette absence de polyculture qui cause souvent des surpopulations de parasites, hein. Oui, quand tu mets des hectares de champs de blé côte à côte, des hectares de champs de patates côte à côte, il suffit que tu aies un petit couple de parasites qui se développent, ils sont tellement bien, ils vont faire plein d'enfants, et puis voilà, tout est saccagé. Et puis une autre catastrophe liée à cet appauvrissement des terres, au fait que entre deux cultures, on va pas replanter du trèfle, on va pas replanter de la luzerne, enfin tous les trucs qui améliorent le sol. Aux États-Unis, en Oklahoma, il me semble, à peu près période des guerres mondiales, il y a un souci quelconque qui fait que le sol se retrouve à nu, et puis là il y a des grandes tempêtes qui emportent le sol, en fait, voilà. C'est des grands nuages de poussière comme ça qui s'envolent, et il n'y a plus de sol, il n'y a plus du tout de sol, il reste que des cailloux, ce qui fait que tous les paysans sont obligés de migrer. Voilà, ça c'est juste pour porter ton attention sur le fait que la monoculture ça marche pas, les engrais chimiques ça marche pas, et surtout, si tu veux
toi, agir pour favoriser ça, il faut que tu prennes conscience que, à partir du moment où tu délègues la production de nourriture à un pays qui est à Chai, qui est hyper loin de chez toi, eh bien, t'as aucun pouvoir dessus, certes, et en plus, tu sais pas comment c'est fait, et t'es pas résilient. Il suffit que eux, ils aient un souci pour que toi, t'aies plus de nourriture. C'est actuellement ce qui se passe, hein. En France, notre production de céréales, elle est exportée. C'est-à-dire que on n'est même pas les producteurs de notre agriculture, enfin voilà, de notre nourriture. Pour la majorité, regarde dans ton supermarché, tout vient d'Espagne, tout vient d'Italie, du Maroc, même de Russie, maintenant le bio vient de Russie, etc. Bref. Je t'ai fait un petit peu l'historique, je t'ai expliqué comment on est passé d'un système intégré où il y a les villes et les campagnes autour, et puis maintenant on est les villes, qui sont tellement grandes qu'il ne peut plus y avoir de campagne autour, il y a les villes, et puis à des centaines ou des milliers de kilomètres, eh bien il y a la production de nourriture. Voilà. C'est un petit peu l'histoire de la séparation, alors déjà de la création de l'agriculture et des villes, et puis ensuite de la séparation de l'agriculture, des campagnes et des villes. Voilà. J'espère que tu t'es instruit, j'espère que t'es un petit peu plus lucide désormais sur les problématiques liées à ça, liées à l'alimentation, à la nourriture. Il faut que tu saches que tu manges beaucoup de pesticides, il faut que tu manges des OGM dont on connaît pas les effets à long terme, et surtout, parce que tu veux manger des trucs pas chers, et ben sache que à cause de toi, bah y a des paysans qui se suicident tous les jours. Non, je rigole, enfin, je rigole pas trop en fait. Voilà. Bonne réflexion à toi. Salut.